But. Jeu autorisé par la LONASE aux plus de 18 ans. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Bibliothèque 2. Aujourd'hui, la Bibliothèque 2 s'intéresse à un grand penseur, un professeur agrégé de philosophie, auteur de plusieurs livres, dont voici un livre, Universaliser l'humanité pour parler moins d'humanité. Un deuxième livre ici, Ubuntu. Et puis notre discussion va tourner principalement sur ce livre-là. Et puis on l'accueille. Bonsoir, Souleymane Bachir Diagne. Bonsoir, Malik. J'ai le plaisir de vous recevoir et puis c'est un honneur d'être face à vous et discuter de philosophie aujourd'hui. Mais je suis ravi d'être là, de participer à cette émission que vous consacrez au livre, ce qui est très important. Merci beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, la discussion va tourner autour de ce livre, Ubuntu, un livre d'entretien avec Françoise Blum, historienne et ingénieure de recherche française au CNRS, avec aussi Étienne Enaim, surtout à la fin. Il vous pose des questions, vous répondez sur votre vie, sur votre parcours, sur ce que vous enseignez, la philosophie. Pourquoi, la première question, pourquoi vous avez décidé de transcrire ce livre-là et comment est né ce livre? Alors, vous avez parlé d'Étienne Enaim, qui est un professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, à l'EHESS, et qui dirige aussi les éditions de l'EHESS. Et il est véritablement derrière la publication de ce livre, parce que c'est lui qui m'a convaincu de faire un livre d'entretien avec une personnalité de mon choix, et parce que l'EHESS a lancé une collection qui est une collection de livres d'entretien, de petits livres d'entretien où ils invitent un auteur à parler de sa trajectoire et à parler également des raisons qui sont derrière les ouvrages que ces auteurs ont publiés. Et c'est lui qui m'a convaincu de participer à cette collection. Et évidemment, quand il me l'a proposé, j'ai tout de suite accepté. C'était une bonne occasion pour moi de revenir sur mes propres publications, de revenir sur ma trajectoire, une chose que j'avais faite avec mon livre autobiographique Le Fabo de ma mémoire. Voici. Voilà, et là je revenais d'une manière plus précise, uniquement sur les ouvrages. Il y a évidemment des éléments biographiques également, mais c'était véritablement un livre d'entretien qui me permettait de parler de la genèse des différents livres que j'ai écrits et des concepts philosophiques autour desquels ma réflexion tourne. Vous parlez tout à l'heure des éléments biographiques, on revient, vous avez l'habitude de dire que vous êtes né à Saint-Louis et vous avez grandi en Casamance, deux lieux symboliques de l'histoire du Sénégal, le nord et le sud. Ça aide à philosopher, à réfléchir, le fait de voyager d'un endroit à l'autre. Le voyage, en effet, est véritablement quelque chose de très important lorsqu'il s'agit de mettre en place une réflexion. Surtout une réflexion sur la notion qui est centrale dans mon travail, qui est la notion de décentrement. Le voyage, c'est la manifestation même du décentrement. Le fait de pouvoir être de plusieurs lieux à la fois, de participer à plusieurs cultures à la fois, et également de participer, de penser, comme je dis, de langue à langue, c'est-à-dire d'avoir plusieurs langues à sa disposition. C'est une manière de voir le monde depuis des perspectives différentes. Et évidemment, le voyage est la matérialisation de ce que cela signifie, voir le monde depuis des perspectives différentes. Et en effet, aujourd'hui, quand je réfléchis de manière rétrospective à la trajectoire qui a été la mienne, je peux comprendre comment le voyage qui est intervenu très tôt dans ma vie, du fait du travail de mes parents, a été un élément déterminant dans ma réflexion future. Être né à Saint-Louis et grandir à Ziguinchor
et grandir avec des langues différentes, aussi différentes que le Wolof, le français, le créole ou le diola, c'était un élément important au fond dans mon parcours. Votre attachement aux langues, on va en parler. Est-ce que le fait d'être saint-louisien ou enfant de saint-louisien, comme vous l'avez d'habitude de dire, a influé sur votre statut, sur votre pensée philosophique? Je le crois. C'est difficile à mesurer, si vous voulez. Une influence comme celle-là, dans la manière dont on pense, c'est difficile à mesurer. Mais je puis voir en quoi la culture saint-louisienne, qui est une culture du mélange, une culture de l'hybridité, et donc aussi une culture de la tolérance et du pluralisme, je puis voir comment cette culture, au fond, m'habite, est constitutive de ma personnalité, je crois, et donc, en effet, comment cette culture saint-louisienne est présente dans ma réflexion, y compris la réflexion la plus théorique qui soit. Quand je réfléchis, comme je l'ai fait dans ce dernier ouvrage sur lequel nous reviendrons sans doute, quand je réfléchis sur l'universel, je puis dire que le fait que j'ai cette culture saint-louisienne a une influence certaine sur la perspective qui est la mienne lorsqu'il s'agit de penser, en effet, un horizon d'universalité. On va rester sur Saint-Louis, fondée depuis 3 siècles par les Européens, une ville qui a ses connexions avec la Mauritanie, le Maroc à travers la religion, c'est Médersa aussi. Tout ceci donne une religiosité à la ville de Saint-Louis, dites-vous, dans le livre Ubuntu. Est-ce que cette majesté religieuse-là a changé quelque chose comparé, je parle de Saint-Louis des années, d'autres années, comparé à aujourd'hui? Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, je crois que c'était important en effet de se rendre compte de la manière dont les religions ont été présentes à Saint-Louis. C'est une ville qui est évidemment une ville musulmane comme l'essentiel de notre pays, mais c'est une ville également profondément chrétienne, où la chrétienté a des racines très fortes et a eu une influence très forte sur la culture saint-louisienne en général, pas seulement parmi les chrétiens de Saint-Louis. Et l'islam également, bien entendu. Il y a de célèbres centres d'études religieuses au Sénégal. On vous parlera très facilement du Dara de Serigne Mohsin, ou bien du Dara de Yann Sow, etc., etc. Donc il y a des lieux comme cela très importants. Et le rythme du jeune Saint-Louisien dans les années antérieures, c'était véritablement d'aller très tôt le matin à l'école coranique et ensuite seulement d'aller à l'école française. Ouais. Alors, bien que moi-même je n'ai pas grandi à Saint-Louis, j'insiste toujours là-dessus. Dans le livre, mais cette culture-là a été la mienne. Elle a été celle de plusieurs générations de Saint-Louisiens. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit encore le cas. Ouais. Il faut bien se rendre compte que la ville de Saint-Louis, qui a été celle que j'ai connue, que mes parents ont connue, dans laquelle mes parents ont grandi et dont j'ai hérité de la culture, a beaucoup changé. Aujourd'hui, au fond, la ville de Saint-Louis n'est probablement plus... N'est plus attachée à la religion ou bien... Je crois que l'attachement à la religion est toujours là, probablement. Mais bon, et c'est vrai que c'est une ville moderne. On va voir d'ailleurs ce qu'elle va devenir aujourd'hui dans un Sénégal gazier et pétrolier. Ouais. Ceci va introduire des changements énorme. C'est bien de le souligner. Sûrement. C'est bien. On poursuit. Vous parlez de Van Vollenhoven, celui à qui on a donné le nom de l'un des plus prestigieux lycées à l'époque. Bon, à votre époque, vous dites, je vous cite, certes, la colonisation en elle-même était évidemment ce qu'on sait qu'elle est, mais certains administrateurs coloniaux manifestement plus ou moins d'humanité dans leurs tâches, et Van Vollenhoven, à cet égard, était quelqu'un de relativement admirable. La question, est-ce que cette proposition, ce point de vue, ne donne pas raison à ceux qui disent que la colonisation nous a tellement fait mal au point de faire penser à nos intellectuels comme vous, de nous dire ils nous ont rendu service? Non, ils ne nous ont pas rendu service. Ce que j'avais à l'esprit en parlant de cela, vous savez, Van Vollenhoven a été brièvement directeur
gouverneur Gouverneur de ici l'AOF. de l'AOF. Et pendant la période où il était gouverneur de l'AOF, il a été gouverneur pendant la Première Guerre mondiale. Et donc la grande affaire pendant cette période-là, c'était la conscription. Il fallait à la France des troupes et d'ailleurs des troupes pour les envoyer au front. C'était vraiment de la chair à canon qu'il lui fallait. Et Van Vollenhoven avait résisté en disant, écoutez, nous avons déjà suffisamment saigné ce pays pour que je me mette encore à essayer d'enrôler des troupes nouvelles et de les envoyer comme chair à canon. C'était un geste d'humanité qui probablement lui mérite le fait d'avoir donné son nom, même si maintenant ce n'est plus le cas, au lycée c'est le lycée Lamine Gueye actuellement, qui est maintenant le lycée Lamine Gueye. Les gens de ma génération parlent encore de Van Vaux, parce que nous avons un attachement, si vous voulez, à ce nom-là. Non plus, derrière le nom, d'ailleurs, Van Vaux, nous ne voyons plus tellement Van Vollenhoven, nous voyons simplement deux syllabes qui nous réunissent et qui nous rappellent notre adolescence. J'ai posé la question parce qu'aujourd'hui, sans doute aux États-Unis aussi vous vivez, on entend déboulonnage des statuts. Ici aussi au Sénégal, il y a ce débat-là. Est-ce que les gens, surtout le colon qui était là, on change les noms? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de connaître, peut-être même de côtoyer certains, parce qu'à l'époque il y avait certaines personnalités, surtout françaises. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir qu'on met une sorte de déni de toutes ces personnalités là aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous fait? Vous savez, aujourd'hui, le mot d'ordre est à la décolonisation. Si on veut... ce que vous défendez aussi. Absolument, ce qu'il est important de mener. Il faut comprendre que nous vivons un moment philosophique qui est le moment post-colonial, ou décolonial si on veut. Moi je préfère post-colonial, qui pour moi englobe tout ce qu'on met derrière à la fois post-colonial et décolonial. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un moment? C'est-à-dire que c'est un moment philosophique. Ça veut dire que vous avez les événements historiques, évidemment, qui sont des événements de décolonisation. Mais vous avez aussi une sorte d'événement épistémologique, d'événement intellectuel, qui est qu'aujourd'hui, nous sommes davantage conscients de la colonialité qui règne dans le monde. Le fait qu'il y a une domination sur le plan épistémologique, sur le plan des mentalités, sur le plan de la réflexion, sur le plan de la pensée, et qu'il faut se décoloniser de ce point de vue-là aussi. Cela, nous en sommes d'accord. Maintenant, il s'agit aussi de ne pas tomber dans les excès où je vois ce que j'appelle, moi, la fureur décoloniale. Il y a une espèce de geste profondément séparatiste, d'une manière radicale, qui consiste à dire, à tribaliser la réflexion, en disant nous et eux. C'est une sorte de radicale séparation où on met d'un côté ce qu'on appelle l'Occident en le chargeant de tous les mots possibles et imaginables, et puis on a l'impression que l'affirmation de qui nous sommes doit signifier naturellement une rupture radicale avec tout ce qui nous semble être l'Occident. On en arrive à penser par exemple en termes de savoir qui sont des savoirs du Sud global contre des savoirs de l'Occident. On a l'impression que la science occidentale est par nature une science, comme on dit, épistémicide, c'est-à-dire qui va assassiner les autres épistémés, les autres savoirs, etc. etc. Cette manière séparatiste de voir le monde, c'est ce que j'appelle une fureur décoloniale et qui me semble être un contresens total sur la signification de ce moment postcolonial dans lequel nous vivons. Nous n'avons pas besoin, dans ce moment postcolonial, d'avoir l'impression que nous sommes dans une sorte de guerre permanente sur le plan épistémologique et sur le plan de la pensée avec l'Occident, que nous serions également en guerre permanente avec les langues que nous baptisons les langues de l'Occident. Voilà la démarche, me semble-t-il, qu'il faut avoir, une démarche calme, réfléchie et rationnelle sur ce que signifie une décolonisation de la pensée. C'est pour ça aussi que vous prônez la philosophie latérale.
Exactement. Je suis de ce point de vue-là le philosophe Maurice Merleau-Ponty qui a mis en avant ce concept qui me semble très important d'universalité latérale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai poursuivi ma réflexion avec ce concept. Je l'ai traduit et approfondi dans une direction qui était la direction que prenait ma propre exploration de ce que peut signifier l'universel en un temps comme le nôtre. Et je manifeste, si vous voulez, dans mon travail, cette idée que l'universel aujourd'hui ne saurait être que latéral, ou horizontal, ou oblique. Les trois adjectifs se retrouvent dans le texte de Merleau-Ponty et dans les usages que je peux en faire dans mon propre travail. C'est-à-dire que vous n'avez plus cette dimension verticale où une province du monde, l'Europe, estimerait qu'elle est naturellement le lieu même de l'universel et qu'elle a mission à éclairer le reste de l'humanité comme un phare qui s'élèverait au-dessus des autres cultures et des autres langues humaines. D'accord. Maintenant, cela ne va pas de soi. Cet universel latéral, évidemment, il faut le forger et il faut le forger ensemble. D'accord. Vous arrivez à Paris, bon, on est là dans le livre. Au début du livre, vous racontez votre parcours. Vous arrivez à Paris, à Louis-le-Grand. Vous avez trouvé votre cousin Germain, l'archéologue Ibn Diagne. Vous dites que sa mort vous a troublé, vous a frappé. Donc ma question sur ce point-là, c'était que la mort, la disparition, en tant que penseur, est-ce que ça vous préoccupe? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, la mort, on la rencontre à tout bout de champ. C'est véritablement, Hegel a dit que la mort, c'était le maître suprême. C'est-à-dire que c'est ce qui vous oblige à un moment donné à faire un arrêt et à réfléchir sur la signification de notre condition humaine qui est réglée par la mort et qui révèle sa vulnérabilité à l'occasion de ces morts d'êtres qui vous sont chers et qui, oui, du jour au lendemain, ne sont plus là. Et surtout quand ce sont des personnes qui partent, qui sont rappelées à Dieu relativement jeunes. Ce cousin Germain, évidemment, est quelqu'un auquel j'étais très, très attaché, qui m'a accueilli à Paris, qui a favorisé mon installation. Et je me souviens que quand il est mort, j'ai vu mon père très secoué. Mon père, c'était son oncle, donc c'est le fils de sa sœur. Et il m'a dit qu'il n'y a rien de pire au monde que d'enterrer son propre enfant. Et ça, malheureusement, c'est aussi une expérience humaine qui peut arriver. Et c'est important de se rappeler au fond la signification d'une vie humaine à la lumière de la mortalité et de la vulnérabilité qui est la nôtre. D'accord. On vous présente souvent comme un philosophe musulman. Vous tenez beaucoup à ça. Est-ce qu'il y a une différence, surtout connectée à la mort, le philosophe musulman et le philosophe athée ou agnostique, comparé à la mort? Je le crois. Je crois que si vous ne donnez pas la même signification à la mort, il vous est difficile de donner la même signification à la vie. En revanche, un point sur lequel, évidemment, je pense être de plein pied avec mes amis, mes collègues, ceux avec qui je pense, avec qui je suis en relation à la fois amicale et intellectuelle, je pense que nous serions d'accord pour être de profonds spinozistes. Vous savez, dans la philosophie de Spinoza, il nous est précisé que la pensée de la mort n'est pas une pensée des vivants. Il faut quand même, en effet, se rendre compte que nous ne devons pas nous être obnubilés par la pensée de la mort. Elle doit être présente, évidemment, mais ce n'est pas de cette pensée-là que la vie, dans ses objectifs et dans sa finalité, doit tirer son sens. Vous parliez du fait d'être musulman. Le musulman, c'est celui qui se souvient de cette parole islamique au plus haut point et qui a été répétée également par le 4e calife de l'islam, l'imam Ali, disant qu'il fallait vivre sa vie comme si on ne devait jamais mourir et vivre sa foi
comme si on allait mourir le lendemain. Et cette manière de tenir les deux bouts de la chaîne définit la relation qu'un penseur, qu'un philosophe musulman entretient à la mort, mais entretient surtout à la vie, à la force de vivre, à l'affirmation de la force de vie. Et ça, je crois en effet que ça ne peut pas être la même perspective que quelqu'un pour qui la mort est une fin absolue. D'accord. Vous dites aussi que vous avez douté au début sur le choix de rester en Hippocrates. Je rappelle que Hippocrates, c'est première année des classes préparatoires à Paris, et d'aller à l'INSA, Institut national des sciences appliquées à Lyon. Vous dites aussi dans le livre, je vous cite, il m'arrivait de me réveiller en pleine nuit en me demandant, mais qu'est-ce que j'ai fait quand vous êtes arrivé à Paris? Ce doute-là, si on doute d'avoir peur, ou si on doute, traduisant le fait de ne pas réussir des années après beaucoup d'efforts. Il y a des deux, mais c'est surtout un doute qui est tout à fait naturel parce que au seuil comme cela de l'adolescence, il vous est demandé de faire un choix qui va être un choix décisif pour le reste de votre vie. Parce qu'en effet, j'arrive en France, j'ai encore 17 ans, je n'ai pas encore 18 ans. Et à cet âge-là, il faut choisir une direction. Et le choix que je vais effectuer va effectivement décider de beaucoup de choses, va décider du reste de ma carrière. Et être placé devant ce choix-là, ça n'allait pas de soi. Parce qu'en plus, je n'avais pas la visibilité nécessaire. On ne peut pas voir de quoi demain sera fait. Qu'est-ce que ça signifiera pour moi faire des études de classe préparatoire et d'essayer d'entrer à l'école normale supérieure? Effectivement, vous avez raison, il y a une part également d'anxiété parce que je savais parfaitement que ce concours-là était extrêmement difficile, que beaucoup de gens, qu'une majorité de gens n'y réussissent pas. Voilà. Mais c'était également une certaine direction qu'allait prendre ce que ma carrière serait. Aller à l'INSA de Lyon, c'était avoir une vie d'ingénieur. Et au fond, un enfant, parce qu'à 17 ans, à 18 ans, on est encore un enfant, ne devrait pas être placé aussitôt devant des choix de cette nature. Et c'est cela qui explique l'admiration que j'ai pour le système américain d'enseignement supérieur, où on peut hésiter très longtemps. On peut, si on arrive par exemple, qu'on s'inscrit à l'université de Columbia, on dit je veux faire de la chimie. Bon, on commence par prendre des études, on prend des crédits en chimie, mais on en prend également en histoire de l'art, on en prend en littérature, etc. On peut encore une fois composer son menu et se donner le temps de la réflexion. Avoir le temps de la réflexion, c'est important dans l'orientation que l'on prend dans ces études. D'accord. Vous expliquez, vous enseignez la philosophie africaine, mais ceci de la philosophie de la négritude, chère à Senghor. Est-ce que c'est une réponse aux critiques contre la philosophie africaine? Alors, avec la philosophie africaine, j'ai eu deux moments différents sur le plan philosophique. J'ai d'abord été sur des bases très critiques. Après ma première lecture, la rencontre du livre de celui qui est devenu ensuite un ami très cher et qui nous a quittés malheureusement, qui est le philosophe béninois Paulin Ntonji. J'ai même écrit entre l'écrit et l'oral de l'agrégation. Qui a sévèrement critiqué Temples. Ntonji qui a critiqué Temples, qui a critiqué Kagame, qui a critiqué Senghor, qui a critiqué tout ce qu'il appelait l'ethnophilosophie. Et donc j'ai écrit, moi, un texte qui était mon Dieu à l'époque, on appelait ça ainsi. Je l'ai fait entre l'écrit et l'oral de l'agrégation, que j'ai appelé le faux dialogue de l'ethnophilosophie. Pendant très longtemps, je l'avais perdu. Je pensais que je n'avais plus ce texte-là. Je l'ai retrouvé récemment. Je suis heureux de l'avoir fait. Donc j'étais sur des bases immédiatement anti-ethnophilosophiques. Par la suite, et c'est d'ailleurs le cas de Paulin aussi, une réflexion moins simplificatrice a été la direction dans laquelle je suis allé. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire la distinction entre la posture ethnophilosophique, contre laquelle Paulin Ntonji a écrit,
et ce que l'on pourrait appeler un projet ethnophilosophique, parce qu'après tout, se dire que la démarche philosophique, c'est une démarche de construction de concepts à partir des langues africaines aussi, comme Kagame a essayé de le faire. Le Rwandais Alexis Kagame. Le Rwandais Alexis Kagame, c'est une direction importante, c'est une direction dans laquelle il faut en effet engager la réflexion sur notre continent africain. Donc, vous avez traduit le livre de l'ancien président tanzanien Julius Nyerere, Tanzanie manger d'abord. La traduction est très importante dans votre pensée. Vous dites que, je vous cite, la reconstruction du socialisme doit être à l'ordre du jour. Est-ce que cela est possible vu l'importance des institutions financières internationales aujourd'hui qui sont là en Afrique? Oui, je suis heureux que vous posiez cette question-là parce que, par exemple, voilà une des raisons pour lesquelles, quand il s'est agi de demander à quelqu'un qui connaissait mon travail de faire un entretien avec moi, je me suis adressé à Françoise Blum. Ouais. Françoise est une très vieille amie, nous nous sommes connus en Hippocagne, Cagne, etc. La marraine de votre aîné. Et la marraine de mon fils aîné. Elle était une des rares personnes à savoir que mon premier travail pour lequel j'avais reçu un petit peu d'argent, ça avait été la traduction de ces textes du président Julius Nyerere, de l'anglais au français. À un moment où Julius Nyerere était en train de ferrailler avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui était en train, au fond, de lui demander de démanteler le socialisme africain qui avait été la doctrine de la Tanzanie. Et donc, il faut que nous nous souvenions de ce moment-là. Il faut que nous nous souvenions de cette vague du néolibéralisme, d'un capitalisme néolibéral, pour démanteler tout ce qui était construction ou tentative de construction du socialisme. Aujourd'hui, je crois que nous sommes dans une phase où si le socialisme doit se reconstituer, il doit se reconstituer sur la base d'un contenu humaniste et d'un contenu spiritualiste. Le socialisme est mort... Spiritualiste aussi. Le socialisme est mort de s'être engagé dans une voie qui était censée être la voie de la scientificité. On exaltait un socialisme scientifique, d'ailleurs au nom duquel on condamnait le jeune Marx, qui était un Marx plutôt du côté de l'éthique, du côté de la philosophie. Et si le socialisme, si la fibre sociale à introduire dans le monde politique. Évidemment, il ne s'agit pas de dire on se débarrasse du marché. Le marché est là, la mondialisation est là. Vous pensez que ça peut marcher en Afrique, par exemple? Mais je crois que nous sommes même à l'origine de cela. Je crois que ce qui s'est cherché sous le nom de socialisme africain, chez quelqu'un comme Nyerere, quelqu'un comme Kenneth Kaunda, quelqu'un comme le président Senghor, quelqu'un comme Kwame Nkrumah, ce qui s'est cherché là me semble être une bonne base pour comprendre un monde où, à la brutalité et à la force dissociative du capitalisme, on pourra opposer un certain sens du commun et un certain sens de la communauté, un certain sens de ce que l'on appelle socialisme, qui n'a pas besoin d'être évidemment ce socialisme scientifique et qui est devenu tout à fait mortifère et qui s'est écroulé en 1989. D'accord. Voilà. D'accord. On va parler un peu de... Parce que je disais tout à l'heure que vous définissez comme un philosophe musulman, peut-être sur la religion. Vous avez travaillé sur le triangle Bergson, Mohamed Iqbal et Senghor. Ils ont en commun la religion, mais des religions différentes. L'un est juif, l'autre chrétien, l'autre est musulman. On peut dire que ces trois, incarnant une pensée religieuse sur leurs différents travaux, ils représentent une autre manière de voir la religion en philosophie. Absolument, absolument, parce que comme vous l'avez souligné, en effet, ils sont tous les trois de religions totalement différentes. Bergson est né juif. Il était attiré par le christianisme, le catholicisme. Il l'a dit d'ailleurs, il l'a écrit dans son dernier ouvrage publié de son vivant, Les deux sources de la morale et de la religion. Mais il est toujours resté au bord de la conversion. Il ne s'est pas converti parce qu'il a dit qu'il voulait être avec ceux qui allaient être persécutés demain. Et effectivement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand la France a été occupée, il a porté l'étoile jaune, comme les Juifs... L'étoile de David. L'étoile de David, comme les Juifs à qui on avait imposé
de porter cette marque-là. Et donc il est resté effectivement avec le peuple juif par solidarité envers ceux qui allaient être persécutés et qui l'ont été en effet. Senghor, catholique bien entendu, et Mohamed Iqbal, musulman. Mais ils partagent, tous les trois partagent de considérer que la vérité de la religion est dans sa dynamique, dans son ouverture, dans son mouvement perpétuel qui est sa vie même, qui est la vie de la religion et qui est ouverture. Que la religion, normalement, favorise l'ouverture, y compris l'ouverture vers l'autre et l'ouverture de la société vers toujours plus d'humanité et vers toujours plus d'unité. C'est cette conception de ce que Bergson appelle la religion dynamique que l'on retrouve également dans la manière dont Mohamed Iqbal comprend la religion musulmane. Quand il insiste sur des aspects de la religion musulmane qui montrent que la religion a une cosmologie ouverte, une cosmologie toujours émergente, que l'islam est d'abord un mouvement et que c'est un mouvement vivant, et que l'islam se trahit lorsqu'il se pétrifie, lorsqu'il arrête d'être dans la vie et dans la recherche de ce que la parole vivante nous dit aujourd'hui dans les temps où nous vivons. Si nous essayons de dire nous allons faire l'effort de vivre comme vivaient les générations antérieures, nous n'avons rien compris au mouvement même du temps et à la raison pour laquelle dans un hadith qudsi que Iqbal cite souvent, Dieu dit « Ne vilipendez pas le temps, car je suis le temps ». Que signifie que Dieu est le temps? C'est donc aller dans le sens de cette religion dynamique qui était également la conception bergsonienne de la religion. C'est la raison pour laquelle Senghor ne s'y est pas trompé. Il a vu lui-même la parenté profonde qu'il y avait entre Bergson et Iqbal. D'ailleurs, les deux se sont rencontrés et ont échangé. Et il a vu en particulier aussi que Teilhard de Chardin, qui de ce point de vue-là était dans la continuité de la philosophie bergsonienne de la religion dynamique, avait, pour cette raison-là, une certaine parenté avec Mohamed Iqbal. Et Senghor a dit d'ailleurs que quand il a lu Mohamed Iqbal, il a vu en lui le Teilhard de Chardin musulman. D'accord. On reste toujours dans la religion, surtout l'islam. Il y a beaucoup de questions dans ce livre de l'islam, vous en parlez beaucoup. Vous savez que même que la géopolitique mondiale, c'est une des causes de l'ascension de cette religion, l'islam, dans certains pays, vu la religion avec la géopolitique mondiale. Oui, tout à fait, tout à fait. Il est dans la nature des religions aujourd'hui, on s'en rend compte d'ailleurs, d'être des composantes de la géopolitique mondiale. La religion a refait son apparition sur la scène publique et sur la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas tenir compte de la religion. Ça veut dire que les manières de voir qui étaient, la manière weberienne de voir, à un moment donné, un philosophe comme un sociologue, un penseur comme Weber, Max Weber, pouvait penser qu'au fond, la religion, c'était une chose du passé, que la modernité, ça signifiait que nous entrions dans une forme de rationalité qui éliminait la religion. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que la religion est revenue d'une manière tonitruante sur la scène géopolitique mondiale. Alors, elle peut prendre deux formes. On peut l'embarquer dans le tribalisme, dans des identitarismes qui s'opposent les uns aux autres et qui sont en conflit permanent, ou bien on peut au contraire voir et explorer et mettre en évidence et en lumière le côté ouvert, dynamique, pluraliste des religions et la manière dont les religions peuvent contribuer non pas à nous diviser en tribus, mais à nous réunir dans l'humanité que nous avons en partage. Et donc, voilà le moment où nous sommes, comme on dit souvent, à la croisée des chemins, et la direction qu'il faut prendre, la direction dans laquelle j'oriente mon propre travail et ma propre réflexion, est bien entendu la seconde. D'accord. Parfois, on se demande, on revient à Dakar, l'université de Dakar. Rappelons que vous avez démarré par là après avoir fait des études à Paris. On se demande comment l'université de Dakar vous a laissé partir
Vous expliquiez que c'était difficile, il y avait des grèves, c'était intenable, les étudiants n'avaient même pas de documents pour pouvoir faire des recherches, etc. etc. Il y avait des grèves aussi incessantes. Tout ceci vous a poussé à partir. Parfois, vous croisez pas les Sénégalais, puis on vous dit, bon, quel penseur, vous avez laissé votre pays, puis vous êtes parti. Alors, d'abord, il y a une première chose qu'il faut préciser. Je n'ai pas laissé mon pays. Ce que les gens ne savent pas. C'est une critique. Non, mais je sais bien. Je sais bien. Je sais bien que vous faites le porte-voix de critiques qui ont été formulées. Je n'ai... si vous allez dans mon département de philosophie, vous verrez que j'ai été toujours présent dans la direction générale prise par ce département de philosophie, c'est-à-dire dans la formation continue et les doctorats en particulier de ceux qui avaient été mes étudiants, qui avaient ensuite été des professeurs dans le secondaire et qui pouvaient revenir à l'université en disant « je vais vers un doctorat ». Ces thèses-là, j'ai été présent dans leur encadrement, j'ai été présent dans leur soutenance. Donc j'ai accompagné le département. J'ai également accompagné au fond le caractère, la visibilité internationale de ce département. C'est-à-dire qu'à partir du lieu où j'étais, je me suis arrangé pour que beaucoup de conférences internationales se tiennent ici à Dakar, etc. Bref, j'ai continué à travailler avec mon département d'une manière différente. Mais ce n'est pas une manière de m'expliquer. Je n'ai pas à m'expliquer pour la raison suivante. J'ai enseigné 20 ans à l'université de Dakar. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si, après mon baccalauréat ou après mes études, mon agrégation, je suis parti. Aujourd'hui, tous ceux qui sont au département de philosophie et tous ceux qui enseignent la philosophie au Sénégal ont été soit mes étudiants, soit des étudiants de mes étudiants. Donc, sur ce plan-là, la responsabilité que je peux avoir vis-à-vis de la philosophie dans son enseignement au Sénégal, je l'ai remplie et j'en suis seul juge. La responsabilité que j'ai vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la carrière à laquelle me promettaient les études que j'avais menées, ça aussi c'était une responsabilité qu'il me fallait remplir. Et après 20 ans d'enseignement à l'université de Dakar, donner le tournant international que ma carrière a prise aujourd'hui, c'était un devoir que j'avais vis-à-vis de l'enfant que j'avais été, qui avait fait le choix de faire de la philosophie au lieu d'aller faire des études d'ingénieur. Donc vous savez, chaque humain se trouve au confluent de plusieurs responsabilités. On a une responsabilité vis-à-vis de soi. On a une responsabilité vis-à-vis de sa famille, la famille dont on vient et la famille que l'on fonde. On a une responsabilité vis-à-vis de sa nation. Et on essaie de se mettre dans le centre de gravité au point où on remplit le plus parfaitement possible ces différentes responsabilités. D'accord, on poursuit, on va parler de la langue africaine, de la traduction. Vous travaillez beaucoup sur ces concepts-là. On parlait de... Bon, d'abord, vous dites que le livre de Placide Tempels qui traite la philosophie africaine est un livre de décolonisation. À l'entame, vous en parliez. Et comment? Ah ben voilà. Alors, le livre de Placide Tempels, que dit Tempels quand il écrit la philosophie bantoue? D'abord, il faut prendre au sérieux le fait qu'il a véritablement pénétré cette culture. Il a appris les différentes langues bantoues proches les unes des autres, et en particulier les langues du Baluba du Congo, où il s'était installé. Il a fait l'effort d'entrer dans la culture. Et donc, il a fait l'effort de construire un concept à partir des langues bantoues qui lui semblait être le concept qui permettrait d'avoir la clé de beaucoup de sphères de la vie spirituelle et intellectuelle bantoue, le concept de force vitale. Maintenant, cette démarche-là avait une force décolonisatrice en lui, parce qu'il insiste sur le fait qu'il fait cette exploration en tant que philosophe et que les principes constitutifs de ce concept de force vitale étaient des principes philosophiques. Et il disait, je n'entends pas philosophie au sens très large de vision du monde, j'entends véritablement philosophie. C'est-à-dire qu'il y a là une ontologie dynamique qu'il nous faut connaître.
Et dans le contexte colonial, où on déniait aux Africains en général toute construction qui fut une construction intellectuelle élaborée et systématique, c'était un geste qui était un geste post-colonial de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, l'administration belge ne s'y est pas trompée. Ils ont trouvé que c'était un fauteur de troubles. Et sa propre hiérarchie religieuse en Belgique trouvait également qu'il était un fauteur de troubles, dangereux pour l'œuvre coloniale, etc. Ouais, ouais. Et au bout du compte, d'ailleurs, ils vont le rappeler, parce qu'ils trouvaient qu'il s'était trop immergé dans la culture et la langue de l'autre, et qu'il perdait peut-être un petit peu ce qui devait être cette position, son quant à soi, si vous voulez, occidental. Mais, par ailleurs, il dit aussi dans sa préface, je fais cela pour que nous comprenions mieux les Bantous. Si nous voulons continuer à les administrer, c'est-à-dire si nous voulons la réussite de l'œuvre coloniale, nous devons connaître ce que nous administrons et donc les connaître profondément par les principes philosophiques qui sont à l'œuvre dans un certain nombre de sphères intellectuelles et spirituelles où on reconnaît leur culture. Ouais. Donc, il plaçait son propre projet dans un contexte et dans une direction qui était une direction coloniale. C'est la raison pour laquelle, vous savez, la relation que nous avons à ce que Valentin Mudimbe a appelé la bibliothèque coloniale ne peut pas être une relation simpliste et simplificatrice. Je reviens à ce que je vous disais. Dire on va balayer la bibliothèque coloniale et on va mettre à la place notre bibliothèque à nous, ça n'a pas grand sens. Et si nous avons une intelligence de ce qu'est l'histoire, et en particulier une intelligence de ce qu'est l'histoire de notre religion, l'histoire intellectuelle et spirituelle de l'islam. L'islam est une religion de la traduction. Lorsque le monde musulman a hésité pour se demander ce qu'il fallait faire de la philosophie grecque, gréco-romaine, il y a eu une opposition farouche de ceux qui disaient ça nous est étranger, ce sont des païens, il ne faut pas que ça nous intéresse. Et il y a ceux qui disaient mais non, il faut que l'on s'ouvre à ces sciences étrangères en respectant la parole de notre propre religion, où le prophète de l'islam, sur lui soit la paix et le salut, nous a dit allez chercher la science jusqu'en Chine, où qu'il nous a dit la parole de sagesse est la propriété perdue du musulman. Partout où il la trouve, il y a droit plus que quiconque. Voilà une attitude offensive au sens de l'attaque qu'il faut avoir vis-à-vis du savoir. Comprendre qu'il n'y a pas un savoir occidental, un savoir du nord, un savoir du sud, etc. Tout est universel. Le savoir est le savoir. Et la relation que nous devons avoir au savoir, c'est une relation de traduction. Si nous avons une conception de traduction, traductive, si je puis dire, de la décolonisation des savoirs, nous aurons compris ce que signifie véritablement décoloniser les mentalités et décoloniser les esprits. Si nous en avons une conception séparatiste, simplificatrice, où il y a eux là-bas et nous ici, et nous sommes dans une sorte de guerre permanente, je crois que cette fureur décoloniale ne nous mènera nulle part. D'accord. On va rester sur la traduction, sur les mots. Vous dites parler des philosophies africaines signifie donc avant tout être attentif aux mots. Exactement. Est-ce que cela signifie que les mots, le verbe, les maximes, comme une citation Zulu, Umuntu Ngumuntu, Ngabantu, proverbe Zulu qui signifie un humain est un humain grâce à d'autres humains, est-ce que donc ces mots ont construit la philosophie africaine? Absolument, parce que avant d'être des concepts, les concepts sont des mots. Qu'est-ce que c'est qu'un concept philosophique? C'est un mot qui est un mot de la langue, mais simplement qui est reconstruit philosophiquement pour avoir une certaine efficacité dans la pensée, dans la manière de formuler les problèmes et dans la manière de s'attaquer à ces problèmes. Vous n'avez aucun mot dans l'histoire de la philosophie qui ne soit pas d'abord un mot de la langue. Je prends le mot intuition. Eh bien, intuition signifiait au temps avant le XVIIe siècle, intuiri, le verbe, c'est simplement voir. Intuition, c'est le fait de voir. Eh bien, ça a été construit philosophiquement comme étant le fait d'avoir une relation directe
à ce que l'on connaît par opposition à déduction. Voilà ce que signifie le travail philosophique, de construction des mots de la langue, des mots les plus ordinaires, les reconstruire en concepts. Eh bien, voilà ce qu'il faut faire aussi lorsqu'on parle de la philosophie africaine. De ce point de vue-là, on n'est pas logé à une différente enseigne. Et donc, être attentif aux langues africaines, être attentif aux concepts dont ils sont porteurs, sur le modèle de Ubuntu, raison pour laquelle c'est un concept qui m'a beaucoup intéressé, et Étienne Mannheim m'a convaincu de l'adopter pour le titre de mon entretien avec Françoise. Ubuntu, c'est exactement l'exemple. Puisque c'est un terme intraduisible. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs Desmond Tutu. Il dit qu'il est difficile de le traduire dans les langues occidentales. On comprend, si vous voulez, les composantes, les sens qui sont réunis dans ce concept, et on comprend la manière dont il a été construit philosophiquement, à partir du mot, philosophiquement en Afrique du Sud, lorsqu'il s'est agi justement de penser une nation qui soit une nation réconciliée avec elle-même, une nation qui sorte de la division, du tribalisme, de l'apartheid. Eh bien, voilà une démarche philosophique qui est emblématique de ce que doit signifier un vrai projet ethnophilosophique qui ne soit pas simplement la posture de l'ethnophilosophie qu'avait dénoncé fort justement Paul Antonji. D'accord. Il y a peut-être une question beaucoup plus concrète, parce qu'on parlait de la pensée, la philosophie africaine et tout. Il y a eu le Covid. On parle aujourd'hui de réchauffement climatique. Il me semble que vous dites que ce sont des crises qui se sont abattues sur nous. Et bizarrement, ce sont des mots qui peuvent nous humaniser plus qu'on ne le croit. Je le crois. Là, ce que ces crises partagent, c'est de s'être abattu sur nous, justement, pour reprendre cette métaphore, comme une seule et même humanité. Le virus du corona, quelle que soit sa naissance, on se demande s'il est né dans un laboratoire de la Chine, ou bref, on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Toujours est-il que ce virus a fait le tour de la Terre très rapidement. Pour vous donner un exemple de la rapidité de ce virus, quand les États-Unis décident de fermer les frontières avec la Chine, d'interdire l'arrivée des avions chinois, c'était déjà trop tard. Le virus était en Italie et on a fait le compte, on sait que les virus à New York sont arrivés par les visiteurs italiens. Donc le virus, pour lui, nous sommes une seule et même humanité. Pour lui, il s'est attaqué à nous globalement. Notre réponse devait être également globale, universelle dans ce sens-là. Elle ne l'a pas été. On a parlé de solidarité au début, on a parlé de COVAX, mais très rapidement, les égoïsmes et les ethnonationalismes se sont mis en place. On s'est déchiré pour l'accès aux masques, on s'est ensuite déchiré pour l'accès à la vaccination. Le gel aussi. Au gel aussi. Plus en plus, tout ce qui était désinformation et complotisme, où on a dit que les vaccinations, c'était un piège. Encore une fois, voilà la fureur des coloniales. C'est un piège de l'Occident. C'est Bill Gates qui veut nous numériser, nous tous, etc. Et c'est encore un complot. On voit tout aujourd'hui sous l'aspect du complot. Voilà en quoi nos tribalismes ont été la mauvaise réponse. Même chose pour l'environnement. L'environnement, on sait. La crise climatique. La crise climatique. On sait que ce que le Brésil fait à sa forêt amazonienne va avoir une incidence pour le reste de l'humanité. Donc là non plus, nous ne pouvons pas ignorer que s'il y a une politique à mener, le sujet de cette politique doit être l'humanité en tant qu'humanité. Voilà la signification du sous-titre de mon livre, qui est une citation de Jean Jaurès, qui a justement compris que la vérité ultime du socialisme, c'était en effet la constitution d'une humanité. Faire en sorte, dit-il, dans son approche, que les lambeaux d'humanité que nous sommes aujourd'hui deviennent une seule et même humanité, à la condition évidemment de lutter contre tout ce qui nous divise et au premier chef les inégalités. Voilà les significations que, me semble-t-il, nous devons donner à une politique humaine, une politique d'humanité qui, à mon sens, ne saurait être qu'une politique de ce socialisme humaniste et spiritualiste dont je parlais. Bon, on a
plus de temps maintenant, c'est la fin de cette émission. Mais je vais poser une question. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez répondre. Est-ce qu'un philosophe comme vous, on peut lui poser une question et puis il dit je ne sais pas? Ah oui, oui, oui. Si le jour où j'arrêterai de dire je ne sais pas quand je ne sais pas, là, je crois qu'à mes propres yeux, j'aurais perdu mon statut de philosophe. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous avoir sur cette émission, Souleymane Bachir Diagne. Je rappelle que on a discuté beaucoup sur ce livre, la philosophie africaine, les langues, les mots, etc. Ubuntu, c'est sorti en 2024. Ce livre aussi, universalisé, c'est un très bon livre, universaliser l'humanité par les moyens d'humanité, publié aux éditions Albin Michel, sorti aussi en 2024. Je présente aussi un autre livre, ça c'est je l'ai lu aussi, ça m'a beaucoup plu, Le fagot de ma mémoire, une biographie, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'éléments biographiques, Souleymane Bachir Diagne, une fierté sénégalaise. Moi j'avais le plaisir d'être en face de vous et on vous remercie aussi d'avoir participé à cette émission. Merci infiniment à vous, Mike. Madame, monsieur, c'était tout pour cette émission, la Bibliothèque 2. La Bibliothèque 2 va continuer. Merci à vous de nous avoir regardés au prochain numéro.